Les favoris du moment, c'est tout de suite et c'est maintenant. On va pas tergiverser, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de favoris du moment. Je voulais en faire à peu près tous les 3 mois, parce que comme ça j'ai pas le temps d'oublier tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait. Parce que là, ça fait depuis décembre, novembre, bref, ça fait plus de 3 mois et je commence à pas mal oublier tous les trucs que j'ai vus, que j'ai lus et que j'ai fait. Donc on va revenir tout de suite sur mon bilan culturel de ces derniers mois. Il y a beaucoup de mangas, un petit peu de littérature et pas mal de déceptions Netflix. Comme je le disais en introduction, j'ai lu énormément de mangas ces derniers temps, dont beaucoup qui m'ont beaucoup plu en fait. Je vais pas vous présenter et développer tous les mangas que j'ai lus, je vais en citer quelques-uns que j'ai beaucoup aimés. Il y a dans le lot Les Carnets de l'apothicaire que j'ai commencé que j'adore, c'est trop beau. Les graphismes, l'histoire est trop chouette. Black Torch qui a un manga de 4-5 tomes qui est très court mais qui me fait beaucoup penser à comment ça s'appelle, à Erguer qui était un de mes mangas préférés quand j'étais jeune et que j'aime toujours maintenant, et du coup j'aime beaucoup cette vibe très ado trash, j'ai envie de dire. En ce moment, je suis aussi en train de relire 20th Century Boys, qui est un manga que j'avais lu quand j'étais collège-lycée et que j'avais adoré à l'époque, donc je voulais absolument le relire pour savoir si c'était toujours aussi bien. Et c'est toujours aussi bien. J'adore vraiment cette histoire. Et puis Naoki Urasawa, c'est un de mes mangaka préférés. Jiro Taniguchi et Naoki Urasawa sont mes deux mangaka préférés. Leur style, leurs histoires sont à chaque fois incroyables. Et 20th Century Boys, c'est vraiment un classique, à mes yeux en tout cas, de l'univers manga. J'ai aussi découvert Isabella Bird, qui est une exploratrice anglaise. Oui, c'est ça, une exploratrice anglaise qui a vraiment existé. Et il y avait un manga sur elle qui est vraiment plutôt pas mal. Après, j'imagine que c'est très romancé, etc. Mais je trouve ça plutôt chouette, ça se lit tout seul. Les dessins sont très cool et ça apporte des questionnements sur tout ce qui est la modernité, le choc des cultures, la comparaison justement entre deux pays, etc. Franchement, bonne découverte. Avant de développer sur mon manga coup de cœur de ces derniers mois, il faut quand même que je vous parle de Spy Family. Je m'y mets un peu sur le tard, je sais qu'il y a l'animé qui est sorti, mais j'ai pas regardé l'animé, j'ai commencé par le manga. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle! Je m'attendais, ça fait très... Je crois que j'ai jamais lu en fait un manga aussi drôle. Les pics d'humour, je me suis surprise à exploser de rire littéralement, de faire un genre ah que je vais pas faire ici, très sonore qui pourrait questionner mes voisins quant à ce que je fais chez moi. Ok, c'est très bizarre dit comme ça. Mais c'est du coup un manga que je recommande beaucoup, d'une famille particulière, entre un espion, une tueuse en série, enfin une tueuse en série, une mercenaire et une fille qui peut lire dans les pensées et un chien qui voit le futur. Ah mon dieu, mais regardez-moi cette bouille, je veux le même. Peut-être pas, si je veux le même. Franchement, une histoire très 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 drôle. Mais parmi tous ces mangas que j'ai lus, toutes ces séries que j'ai lues, il y en a un en particulier qui a vraiment attiré mon attention. Ça s'appelle Relife. Ça s'appelle Relife. Si je dis pas de bêtises, c'est un manga en 15 tomes. Et ça parle en fait d'un gars qui est au chômage, etc., qui traverse une période très difficile dans sa vie parce que il a quitté son taf dû à des circonstances particulières. Je vais pas développer là pour pas vous spoiler, mais il se retrouve du coup au chômage à essayer de se prétendre d'avoir une vie auprès d'autres de ses anciens amis du lycée, de la fac, etc. Et au moment où il touche un peu le fond et où sa mère lui dit « Bon, je vais couper tous les ponts avec toi parce que je peux plus t'aider financièrement », on lui propose de faire l'expérience d'une Relife. La Relife, le principe en fait de cette expérience, on lui donne l'opportunité de retourner au lycée, c'est-à-dire pas de retourner 10 ans en arrière, mais de retrouver l'apparence que t'avais 10 ans auparavant, parce que le héros à 28 ans, là il redevient un enfant de 18, et de repartir pour 1 an d'expérience du coup au lycée, où il doit faire comme les lycéens. En soi, c'est pas un retour dans le passé, j'insiste là-dessus, c'est pas un retour dans le passé, c'est juste à l'instant T, il perd 10 ans physique, enfin en apparence, même si il boit et il fume, donc très clairement il a un cardio de merde, mais physiquement il perd 10 ans. Il retourne du coup au lycée en terminale pour essayer de débloquer de nouvelles choses, pour apprendre auprès des lycéens en fait.
Du coup, il a beaucoup de préjugés en mode mais qu'est-ce que je vais foutre auprès de gamins moi qui a 28 ans et eux qui ont 18, ils ont pas encore vécu, nanana. Et c'est ultra touchant. J'ai aussi 28 ans, enfin presque 29. Et en fait, je me suis vachement reconnue dans ce personnage principal qui traverse une période un peu compliquée dans son travail, qui a été mon cas il y a quelques années, et qui va être très investi en fait auprès des lycéens, qui va vouloir vraiment les aider, leur expliquer qu'il faut vraiment vivre la vie à bras le corps, ne pas trop stresser pour le futur parce qu'il y a le temps de faire plein de choses. Enfin bref, il va presque donner plein de leçons en fait pour ces jeunes personnes. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien en fait parce que je me reconnais toujours à 100% dans ce héros. L'histoire est vraiment très attachante avec des amitiés où il crée des amitiés du coup avec des lycéens or qui pensaient ne jamais être pote avec des gens de 10 ans son cadet, c'est comme ça qu'on dit. Belle morale en fait sur il faut réussir à apprécier chaque instant de la vie, réussir à ne pas trop stresser quant à son futur parce qu'on a toujours le temps de tout faire quand on y met les moyens aussi. Mais vraiment une excellente découverte, j'ai adoré. Tant qu'à continuer dans la lecture, je vais vous présenter, je crois que c'est 2 livres, je ressors mes notes. Ouais, je vais vous présenter 2 livres que j'ai lus assez récemment. Où est-ce qu'il est ? Je l'ai déjà rangé. Le premier livre, c'est un livre sur la Corée du Nord, qui est plutôt chouette. Très intéressant. Oh, hop là ! Parce que j'ai lu pas mal de bouquins, mais il y en a quand même certains que j'ai... Enfin, il y en a même beaucoup que j'ai pas, qui m'ont pas laissé un grand impact. Un des derniers que j'ai lu qui m'a laissé un grand impact, c'est celui-ci, Vie ordinaire en Corée du Nord, de Barbara Demick. Barbara Demick, qui est une journaliste de base, qui raconte la vie de, je crois c'est 4 ou 5 transfuges, du coup, de Nord-Coréens qui ont fui vers le sud. Et notamment, elle développe énormément sur la famine qu'il y a eu dans les années 80-90. Et c'est vraiment poignant comme discours. C'est assez perturbant au début parce que c'est écrit comme si c'était presque un roman en fait. Et du coup, il y a cette question de l'authenticité de ses écrits en mode mais à quel moment tu sais exactement qu'il s'est passé ça ? Et justement par rapport à ça, c'est très intéressant de voir la fin, les dernières pages de ce bouquin. Parce que dans les notes, elle cite absolument toutes les sources qu'elle a utilisées, que ce soit par rapport à des statistiques pour plus aiguiller son discours, que ce soit d'anciens écrits d'historiens ou d'économistes ou quoi au caisse sur le sujet pour justement avoir un fond plus crédible, quoi. C'est des histoires qui sont vraiment très très intéressantes à lire et du coup, comme je disais, très poignant parce que il y a vraiment des passages, je me dis mais c'est impossible qu'ils aient vécu ça et encore il y a des gens qui continuent à vivre dans un contexte comme ça, des contextes de famine. Tu te poses quand même des questions et tu te remets un peu à ta place parce que waouh, c'était une lecture très je dirais pas éprouvante, mais il y a des passages qui sont quand même bouleversants. Et un peu dans la même idée, alors c'est pas du tout la même chose, mais c'est un bouquin que j'ai acheté à Londres, là, quand je suis partie la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Parce que je suis allée à Londres avec Manon et Jade, qui sont de vrais des serial book killers. Dans le sens où elles lisent des bouquins, elles peuvent lire 3 bouquins dans la semaine de 500 pages et je trouve ça assez remarquable. Mais du coup, on a fait toutes les librairies possibles et inimaginables de Londres. Et dans la vitrine je crois que c'est Waterstone que ça s'appelle. Waterstones, du coup, qui est une grande chaîne de librairies anglaise. Il y avait toujours un bouquin qui était présenté comme étant le best-seller non-fiction du moment d'Angleterre. Qui est du coup un bouquin anglais. Et ce bouquin, c'est Brother, Do You Love Me de Maniko et de Rubenko. Du coup, c'est une histoire vraie. Le début, en fait, on va dire, de l'initiative de l'écriture de ce bouquin, je pense, c'est Ruben, le petit frère, qui envoie un message à son grand frère qui dit « Brother, do you love me ?» Et en fait, il s'avérait que Ruben est atteint de trisomie 21. Je crois que c'est la trisomie 21. En tout cas, ils parlent de Down syndrome et ils évoquent la trisomie 21 dans le bouquin. Donc je pense que c'est ça. Une forme de trisomie en tout cas. Et qui est dans une clinique médicale, genre un care center ou des trucs comme ça. Care center.
en français, enfin avec l'accent français. Et Manny, quand il reçoit ce message-là, ça fait vraiment l'effet d'une décharge électrique. Il est en mode merde, je dois sauver mon frère. Du coup, il va mettre en plan tout ce qui est sa carrière professionnelle et son couple pour venir aider son petit frère. En fait, il va le sortir de cette sorte de clinique et ils vont vivre ensemble pendant... Là, j'ai presque fini le bouquin et ils sont, je crois, depuis 7-9 mois ensemble. Donc je pense qu'ils vont rester 1 an ensemble, le temps que Manny puisse retrouver son petit frère et puisse en quelque sorte sauver son petit frère d'une énorme dépression et d'une médicamentation très lourde d'antidépresseurs. Et du coup, c'est un discours qui est hyper touchant sur toutes les questions de normalité, sur une question d'amour. Quand j'ai acheté le bouquin, le libraire m'a littéralement dit c'est un bouquin qui est nécessaire à lire, qui est vraiment genre important. Et je rejoins tout à fait sur son discours, parce que c'est un récit qui est vraiment empreint d'un amour inconditionnel de Manny envers son petit frère. On a surtout le point de vue de Manny du grand frère, sur la situation en mode il aime son petit frère plus que tout au monde, mais à la fois il veut l'aider dans son futur et il aimerait qu'il vive lui-même sa vie, mais à la fois il est très très stressé, du coup il a pas envie de le laisser seul, et il y a toute une ambiguïté et tout un conflit interne en fait que subit le grand frère, avec tout ce qui est la question de la dépression, de l'isolement social, etc. Ils évoquent le cas de la période du Covid, en fait, qui a été cruciale, autant pour le petit frère que le grand frère, autant pour Ruben que pour Manny. La petite touche qui, en plus, je trouve, est très très touchante, une touche touchante, c'est que dans le livre, on retrouve certaines pages en couleur, comme ceci, avec des dessins, où, en fait, c'est les dessins de Ruben, qui sont ajoutés du coup dans le récit de Manny, et ça rajoute une profondeur en fait au discours, parce que on peut voir, pas voir, mais on peut commencer à comprendre un peu comment réfléchit Ruben et quel est son univers créatif et son univers à lui. C'est vraiment un bouquin qui est ultra touchant. Là, je suis presque à la 4e partie, je crois. Ouais, je suis vers la fin de la 3e, presque début de 4e partie. Suivant que la première et la 2e partie sont les plus éprouvantes, parce que c'est le passage où Manny retrouve son petit frère et qu'il est déjà bien amoché par l'isolement, son auto-isolement et sa dépression, et ça fait très mal au cœur. Mais là, on commence à voir un peu le bout et à voir des perspectives en fait pour l'avenir à tous les deux. Par contre, c'est en anglais, parce que ça vient de sortir en Angleterre, non, mais c'est le best-seller du moment en Angleterre, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, au final. Pour les personnes que ça intéresse, l'anglais est quand même très facile à lire. C'est, je trouve, hyper abordable linguistiquement parlant. Les thématiques sont un peu plus lourdes, du coup, faut quand même être un petit peu accroché. Mais comme le disait le libraire, je trouve aussi que c'est une littérature, un livre qui est nécessaire à lire pour comprendre tout ce que peuvent vivre les personnes et les familles qui ont un membre du coup dans leur sein atteint d'une trisomie ou d'un handicap, parce que trop souvent ils sont stigmatisés et ils sont complètement discriminés, or que les gens s'en rendent même pas compte au final. C'est plein de réflexions qui sont qui te remettent à la place, quoi. Et pour ça, j'adore. Parmi les dramas que j'ai regardés, il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai aimé. Je me suis rendu compte assez récemment que j'ai commencé énormément de dramas, mais que j'ai abandonné extrêmement vite, parce que je les trouve mais vraiment très ennuyants. Le dernier drama que j'ai terminé et qui m'a vraiment extrêmement déçue, parce que tout le monde en parlait sur les réseaux, c'est Retour à Samdalli, donc je crois que c'est Welcome Back to Samdalli, un truc comme ça, un drama coréen, qui a été pour moi une énorme déception. Je crois que je l'ai même pas fini en fait, parce que ok, le début est assez dynamique, etc., mais ça s'essouffle. Genre vraiment, je crois que les premiers épisodes sont très... En tout cas, pour le couple principal, les premiers épisodes sont très cool. Mais après, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Et au final, je préférais largement les couples secondaires, du coup, de la grande sœur et de la petite sœur, que je trouvais genre beaucoup plus intéressant et adorable. Mais sinon, oh là là, c'est vide. Oh là, je me suis vraiment ennuyée, c'était une énorme déception. J'avais vu des edits sur Instagram qui étaient en mode « Ah, j'adore l'amitié entre les potes et tout ». Non. Là-dessus, je suis pas d'accord. La meilleure amitié entre potos, c'est dans... Merde, comment ça s'appelle ce drama déjà ? C'est dans Les Liens Sacrés du Divorce. Ça, c'est une vraie amitié de potes qui est
hilarante et vraiment super bien écrite et trop drôle. C'est ton Retour à Sandali, c'est genre... Voilà quoi. Vraiment, à part les paysages de Jeju qui sont jolis, à part ça, je me suis vraiment ennuyée. Mais du coup, à l'inverse, il y a un autre drama du coup japonais cette fois que je m'attendais pas du tout à aimer autant parce que c'est pas du tout ma came de base. C'est House of Ninja, qui est un drama en fait très très court parce que je crois qu'il y a 6 épisodes, 6 ou 7 ou 8. Enfin, il y a moins de 10 épisodes et qui parle du coup d'une famille de ninjas qui doit combattre contre le mal. Enfin, un truc un peu cliché habituel. Mais j'ai adoré. Et ça me fait bizarre de dire ça. Genre vraiment, j'ai passé un excellent moment de... Enfin, un excellent. Se calmer quand même. J'ai passé un très bon moment devant. J'ai particulièrement aimé tout ce qui est l'esthétique en fait de la série. J'ai trouvé que c'était très bien cadré, très bien monté. Et j'aimais beaucoup la photographie en fait de la série. L'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard et c'est pas genre l'histoire de l'année. Mais j'ai plutôt bien apprécié le côté esthétique, j'ai plutôt bien apprécié le casting aussi, que je crois qu'il jouait plutôt pas mal. Et pourquoi je dis que c'est surprenant que j'ai beaucoup aimé cette série, c'est parce qu'elle est extrêmement violente. Enfin en tout cas à mes yeux, elle est extrêmement violente quoi. C'est d'une violence gratuite. Pourquoi autant de morts et de cadavres ? Ça m'a fait une sorte de déclic pendant le visionnage où j'étais en mode mais la question de la vie, tu vois, il y a tellement de personnages secondaires en tout cas, qui meurent dans cette série, que je suis en mode, mais ils avaient des familles aussi, mais là on s'en bat les couilles, quoi. C'est assez bizarre, j'aime tellement les humains, que pourquoi autant de cadavres, alors que c'est tellement pas justifié, je suis en mode, ah. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette série. C'est pour ça que je suis un peu en mode... un peu perdue. Et sinon, petite parenthèse sur Solo Inferno, la saison 3, vraiment bof, hein. On est d'accord. Par contre, je veux bien avoir Ha-Jang comme meilleur pote. Au début, elle me faisait peur, mais je l'aime bien. Maintenant. Mais sinon... Et enfin, dernière partie sur le cinéma. J'ai été beaucoup de fois au cinéma ces 2-3 derniers mois et j'en suis extrêmement fière. Surtout que là, comme c'est bientôt le printemps du cinéma, je vais me faire plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont l'air d'être intéressants à l'affiche. Il y a 3 films qui m'ont particulièrement marqué, mais dont un que je vais développer plus que les autres. Si je reprends mes tickets de cinéma, juste pour vous dire tout ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu au cinéma depuis le début de l'année Perfect Days, Wonka, A Man, Le Royaume des Abysses et Anatomie d'une chute. Dans le lot de ces 5 films que j'ai vus depuis le début de l'année, ceux que j'ai préférés, c'est Perfect Days, A Man et Anatomie d'une chute. Bon, maintenant, Anatomie d'une chute, tout le monde le connaît, au moins de nom, tellement il en a fait parler. Mais à juste titre, parce que je trouve que ce film est très, très bien écrit, très intéressant, et les acteurs, le casting est incroyable. Le chien est un des meilleurs personnages, et la tirade de Sarah Miller, quand elle pète un câble, elle est priceless. Mais comme on le connaît déjà, on va passer à un autre. Perfect Days, j'avais pas trop envie d'insister là-dessus, parce que je saurais pas trop comment développer, en fait, mon amour pour ce film, qui est bien parti pour être, je pense, mon film préféré de l'année 2024, enfin que j'ai vu en 2024, parce que je crois qu'il est sorti l'année dernière, parce que c'est un film où il se passe rien, en fait. Mais j'adore les films où il se passe rien. Mais le film dont je voulais particulièrement insister aujourd'hui, c'est A Man. A Man, qui est du coup un film japonais, et qui est une sorte de film d'enquête, si on peut dire ça comme ça, qui est un film d'enquête qui est vraiment, je trouve, ultra intéressant. C'est-à-dire que j'ai absolument tout aimé de bout en bout, à part une petite partie que j'ai pas trop compris d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il l'apportait, parce que je trouve que ça n'apporte... Enfin... comment expliquer ? C'est intéressant de l'avoir inclus dans le récit, mais c'est pas assez bien exploité à mon goût pour que ça soit judicieux, en fait, d'en parler, qui est du coup la condition du racisme entre asiatiques, dont un personnage qui a des grands-parents du coup qui étaient coréens, qui sont arrivés au Japon expatriés, et que maintenant c'est je sais plus quelle génération de coréano-japonais, bref. Et ce personnage-là se marie, ou va se marier avec une femme japonaise, et sa belle famille est absolument atroce en disant « Mais toi, tu es un étranger, tu es du sang impur », enfin... Bref. Quel enfer. Et je trouve que c'est assez mal exploité, parce qu'il évoque vite fait, genre...
entre guillemets 25 secondes dans le film, et après c'est... Pourquoi le faire ça? Donc ça c'est juste la partie qui m'a un peu déçue. L'autre énorme bémol, et je pèse mes mots, et je suis mais dégoûtée, c'est l'affiche. Vous le savez peut-être, mais je juge un film à l'affiche. C'est-à-dire que là, l'affiche m'intéressait, donc j'étais le voir. Et en fait, ils auraient pu faire une affiche 1000 fois mieux. Il y a une scène à la fin du film, tu fais juste un imprimé écran de cette scène-là, et et littéralement, ça illustre parfaitement le film. Donc juste l'affiche m'a dégoûtée. Et sinon, vis-à-vis des thématiques abordées, c'est surtout des questionnements sur l'identité, en fait, de la personne, et aussi toute une recherche sur la vérité. Il y a un personnage qui décède, et l'épouse de ce personnage-là découvre qu'en fait, il y avait une magouille autour de son époux, et désire absolument avoir la vérité. Sauf que à la fin de toute cette tourmente, elle apprend au bout d'un moment la vérité. Et elle est en mode, mais je sais pas si je voulais savoir au final, parce que avec lui, j'ai vécu d'incroyables expériences, et enfin, une incroyable vie, et je suis très heureuse d'avoir été son épouse, et blablabla. Or que pendant longtemps, c'était la clé de la tourmente de ce personnage. C'est très très intéressant, j'ai pas vu le temps passer en voyant ce film-là. C'est pas mon film préféré que j'ai vu, c'est-à-dire que pendant le visionnage, j'ai adoré, je trouvais ça très intéressant. La fin est géniale également, tout comme La famille Asada, qui est mon film préféré de l'année dernière, que j'ai vu l'année dernière. La fin de A Man est aussi géniale, j'ai adoré la fin. Mais je préfère Perfect Days, on va dire, sur la durée, parce que ça m'apporte plus de choses, on va dire, dans mon quotidien, que A Man. Mais ce film, A Man, est quand même très intéressant à voir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de lire ou de regarder des choses. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire qu'est-ce que vous lisez ou que vous regardez en ce moment. Peut-être que ça me donnera envie de regarder ou de lire ça également, même si ma pile à lire elle commence à être un peu conséquente, on va pas se mentir. Passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, voilà. Et on se retrouve, je sais pas trop quand, pour la prochaine vidéo, qui est normalement une vidéo d'histoire, mais que je suis pour la première fois en train de coécrire avec quelqu'un. Parce que d'habitude c'est moi qui écris tout, mon frère qui corrige juste pour les tournures de phrases, de syntaxe et tout. Mais là, je crois que c'est la toute première fois que j'écris, qu'on est à 4 mains à écrire le script. J'ai très hâte. Ça va être vraiment très chouette. Et jusque là, je sais pas quand ça sortira, parce que je pense que ça va prendre du temps. Je vous dis à bientôt, et bonne journée, et je sors du cadre. Là, ça va, c'est pas trop compliqué, je vais partir par là-bas. Salut!